On s'ambiance sur Service Volé. Si tu ne veux rien manquer de la deuxième semaine de l'Open d'Australie, mon très cher Goth, n'hésite pas à t'abonner et à claquer ton meilleur pouce. Caso main roost à Greek Sport, Scientech éliminé, oh là là, je suis choc-barre. Medvedev fait mumuse avec OG Aliassim et mes pronos en fin de vidéo, c'est le programme explosif de ton nouveau digest de l'Open d'Australie et on attaque juste après ça. Et on attaque ce nouveau digest avec l'élimination d'Iga Swiatek, numéro 1 mondial, le tableau féminin qui est en train de se déforester complètement. Donc on attaque avec cette première palette et vous le voyez, Swiatek qui mène 1-7, balle de break. Et là on a une deuxième balle de la part de Noskova qui je trouve a été très bonne, très percutante, beaucoup de longueur, de profondeur, d'agression. Et Swiatek, on le sait, elle déteste ça, elle déteste être sur le reculoir, elle adore commander les échanges. Toujours est-il que là on a une deuxième balle et Swiatek qui va un tout petit peu tâtonner, je trouve, au niveau de son déplacement, au niveau de son positionnement. Elle va partir sur la droite, anticiper un coup droit, repartir côté gauche et son revers va atterrir dans le filet. Dernière palette rapidement sur cette rencontre, mais déjà sur le fil face à Collins au tour précédent, Swiatek a montré que face à ce type de profil qui répond très bien, qui retourne long, là on voit Swiatek elle est quasiment à genoux pour essayer d'aller tanker ce retour de service. Elle n'arrive pas à imposer son +1 en coup droit et donc on a eu un scénario break, débreak et rebreak de Noskova qui a été très autoritaire, qui s'est pas laissé envahir par ses émotions et qui passe, qui élimine la numéro 1 mondiale. La gestion des émotions, ça a été le fil conducteur de la journée et c'est souvent ça de toute façon en tennis. On enchaîne avec le Paul Kecmanovic. On a 3 palettes à traiter sur ce match. D'abord, deuxième balle de match pour Tommy Paul dans ce tie-break et là on a une deuxième balle, c'est sur son service et qu'est-ce qui va être raide, le Tommy Popol? J'étais obligé. Plus sérieusement, un seul point remporté derrière sa mise en jeu sur le 5e set pour Tommy Paul. C'est une statistique qui est lunaire. Ici, il n'y a aucune tenue sur ce coup droit. Et je voulais impérativement vous montrer cette image qui synthétise le tennis. Regardez la solitude, la souffrance, les pensées, se dire « je suis passé tout près de cette victoire » et finalement là tu sais que c'est fini, tu sais qu'il y a 3-0 mentalement, il y est plus du tout dans la tenue du corps, dans le physique, il y a tout qui est en train d'exploser. La raquette aussi d'ailleurs qu'il a satellisé juste avant. Mais ça c'est rien, ce n'est rien à côté du choke de Grigor Dimitrov qui devait s'imposer face à Borges. C'était cousu de fil blanc, a priori, et pas du tout. Un manque de réalisme criant de la part du joueur bulgare. On est à 1 sur 11 au niveau des balles de break. Le portugais en face c'est 4 sur 7. Mais au-delà de ça, on a revu l'ancien Grigor Dimitrov. On a revu ce joueur qu'on pensait avoir laissé de côté depuis quelques mois. Ça fait depuis le deuxième semestre 2023 qu'on a retrouvé un sublime Grigor, je trouve, très entreprenant, avec beaucoup d'intention dans son jeu. Et bien là, on a retrouvé ce joueur qui n'arrive pas à tanker les temps faibles, qui n'arrive pas à gagner en jouant mal. Et typiquement ici, on est au début de la 3e manche, Borges qui vient de recoller à 1-7 partout, et il va complètement se déconcentrer. 4 énormes fautes directes de la part de Grigou. Voilà, le Dark Grigou, j'ai envie de dire. Et que dire de la 4e manche? Il mène 5-2, il sert pour le gain du set, pour recoller à 5 partout, il va choquer, mais comme Jaja. On se retrouve dans le tie-break. Balle de 7 ici sur son service. Qu'est-ce qui va nous sortir le Grigou? Une double faute, évidemment, et Borges qui va s'imposer en 4 manches. C'est une énorme désillusion pour Dimitrov qu'on voyait quand même un peu plus haut que ça. J'avais prévu de vous parler du match de Carlos Alcaraz aujourd'hui parce que j'aime beaucoup Chang en face, jeune joueur de 19 ans, très mobile, qui a perdu pas mal de poids à l'intersaison, qui essaye de travailler justement sa mobilité, mais bon, il y avait cette blessure manifestement à la cuisse droite. Il n'avait pas ce bandage face à Nagal au 2e tour, mais sur l'ensemble de la partie, c'était que l'ombre de Chang. 3 coups gagnants, 25 fautes directes, et à contrario, un Alcaraz bien en jambes. Là, il va sortir un passing horizontal extraordinaire. Mais voilà, un 6-1, 4-1, Chang qui va demander un MTO à ce moment-là, qui va se faire retirer son bandage à la cuisse droite, qui va finir par abandonner quelques instants plus tard. Et voilà, il y a des joueurs, quand ils sont blessés, ils peuvent pas jouer, quoi. Ils perdent les matchs du coup. On enchaîne, avant-dernier match de ce coin tactique, et c'était OG Aliassim versus Daniil Medvedev, et on a tout de suite compris quelque chose. Eh bien c'est que Félix OG Aliassim n'a absolument aucune créativité, 67% derrière sa première balle, il était à 9 points sous sa moyenne en carrière. Medvedev qui a bien cadenassé avec ses retours très longs, très profonds, et justement, Félix il n'a pas cette capacité à faire les services volés, à profiter de cette position basse et de montrer son arsenal technique. Il n'en a pas vraiment. Et donc on a tout de suite compris que le match-up il allait être très difficile à gérer pour Félix OG Aliassim. Daniil bien dans son match, bien concentré par rapport à ce qui s'était passé au tour précédent, c'était pas du tout la même limonade. Daniil qui a d'ailleurs confessé s'être couché à 7h du mat après la victoire contre Ruusuvuori en 5 manches. Mais voilà, là vous voyez un Félix qui est en explosion à l'échange.
Ça a été, je pense, le pattern le plus récurrent de cette partie. On est à 6 fautes directes sur ce jeu, à 42 fautes directes au total, c'est beaucoup trop. Medvedev qui a très bien géré quand même, je trouve, les rallyes, qui a essayé d'enferrer, de mettre dans la nasse Félix Auger-Aliassime. Il sait que c'est un profil de toute façon, plus il va enchaîner les frappes, 4, 5, 6, 7 frappes, plus il y a de potentiel qu'il fasse la faute directe. Mais il s'est pas toujours contenté de ça, Daniil Medvedev. Ici, par exemple, une sublimissime redirection de la part du Russe. Il a cette capacité qui est très étonnante parce que là, on a un dialogue au niveau de la diagonale revers et puis tout d'un coup, alors qu'il n'est pas forcément dans la position de le faire et on sent Auger qui l'attend de ce côté-là, eh bien il va réussir avec son contrôle hallucinant. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup de contrôle sur la balle à rediriger cette frappe. Et ça, c'est du classique Daniil. Toute petite période fast pour Félix Auger-Aliassime dans cette partie. Ça a été au début de la deuxième manche. Il va breaker d'abord Daniil Medvedev, mais ensuite on va se retrouver avec un Daniil en pure stabilisation. Je vous en parle de ce thème assez souvent. Je vous en parle surtout quand on décortique les matchs de Novak Djokovic et de Daniil Medvedev. Ce sont des maîtres dans la post-stabilisation, même si ce principe de jeu ne s'applique pas de la même façon pour les deux joueurs. Novak est beaucoup plus collé à sa ligne et parfois même complètement entreprenant et il essaye de faire le coup gagnant sur le retour de service, particulièrement sur la deuxième balle adverse. Daniil, lui, est plus dans une position de stabilisation justement, à 4-5 mètres de la ligne de fond, hop, un retour long, et on essaye de recoller à la ligne. Daniil, du coup, très solide, mais que dire de la performance majuscule d'Arthur Cazaux cette nuit, qui nous a fait crier, vrombir, qu'on arrive avec cette première palette, et on pouvait peut-être s'imaginer que Arthur Cazaux serait un petit peu fatigué, et que le physique baisserait, que voilà, c'était le match d'après, le match de trop peut-être, eh bien pas du tout. Il a été tout de suite conquérant, on a senti au niveau physique c'était mordant, là il fait un triple zigzag et il va terminer Griekspoor avec une sublime petite mimine. Ce que je voulais particulièrement observer sur ce match également, c'est quelle était sa réaction après cette victoire contre Holger Rune, parce que tu peux parfois gagner ce type de match contre un top 10 et puis derrière tu vas un petit peu moins oser, tu vas savoir que le regard du public est très présent sur toi. Là il y a une exposition grandissante pour Arthur Cazaux ces derniers jours. L'équipe en a parlé, Eurosport en a parlé, j'en ai parlé également. Donc ça commence vraiment à bruisser autour de ce jeune joueur. Et il s'est pas laissé démonter. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il a continué à oser. Il est resté vraiment dans ses schémas de jeu, dans sa croyance interne. Et ça, je trouve ça très fort. La stat la plus éloquente de ce match, c'est la suivante. 0 balle de break concédée sur l'ensemble de la partie. Une pelletée, une litanie de points gratuits derrière son service, que ce soit des aces, des +1, donc service avec un coup droit derrière, ou tout simplement des services gagnants, des services qui ne reviennent jamais. Et au-delà de cette fondation qui est sa qualité de service, on a aussi vu une grande qualité de retour, je trouve, en tout cas entreprenant Cazaux sur les services adverses. Griekspoor qui est simplement à 39% derrière sa seconde, Cazaux lui se situe à 58%, il est à 85% derrière sa première balle, donc vous avez le mix royal entre qualité de service, protection, et vous mettez la pression sur votre adversaire. Eh bien, c'est la recette pour le faire des goupillax. Et justement, c'est la palette qui arrive. Vous voyez Griekspoor qui n'en peut plus, qui ne va plus marquer qu'un seul jeu après ce break. Cazaux bien présent dans le combat mental. Je pense qu'il a certainement surpris Griekspoor, qui n'a pas montré des ressources mentales non plus illimitées sur la partie, mais les deux premiers sets, il fallait aller les chercher, et c'est ce que le jeune français a réussi à faire. Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi dans cette perf, c'est le sens du show. Alors Cazaux, il a dit, ouais, j'aurais aimé être acteur, son entourage dit, ouais, il est fait pour être une star, il est né pour être vraiment sous le regard des gens et sous les projecteurs. Et donc là, il tombe, Griekspoor lui dit, ouais, ça va, nickel, et il claque une petite pompe normale. Et on retiendra deux choses pour finir. D'abord, cette compacité mentale, l'envie de briller aussi, hein, mais il a fait ce petit hot shot, là, il y a tout juste avec l'action du bras, il est tout raide sur les jambes, cette petite volée de deliciosa. Et aussi, et peut-être surtout, le rapport fusionnel entre les joueurs français et les fans français qui se sont déplacés en masse, ça fait super plaisir. Je reconnais d'ailleurs certaines tête connue, Maestro par exemple, que j'embrasse, qui est très chaud bouillant, il a un temps d'écran qui est royal sur cette quinzaine. Donc voilà, 1h46 de combat, ce sera Ubibi au prochain tour, et qui sait, pourquoi pas un quart de finale, on peut quand même se mettre à rêver, non? Et on se termine avec le coin prono, le début des huitièmes de finale, cette nuit à l'Open d'Australie. Ce coin prono est en partenariat avec les Winami de Winamax, vous avez le lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription, une offre qui est exclusivement réservée aux adultes consentants. Donc nous avons 4 matchs la nuit prochaine chez les hommes. Fritz
Tsitsipas, Djokovic face au Divin Chauve, ça risque d'être chaud pour Novak, Sinner Khachanov et ADM face à Rublev. Fritz Tsitsipas, j'ai envie de mettre une petite pièce sur Stefanos en 4 manches, je trouve que le match contre Thompson a été très important, voilà peut-être un match déclic, et il a dit de toute façon il adore ces conditions à l'Open d'Australie, donc je vois Tsitsipas légèrement devant, Novak, Manarino, je pense que Novak devrait marquer, allez quoi, 3-4 jeux peut-être sur ce match, grand maximum. Non mais plus sérieusement, Novak qui sera en day session pour la première fois depuis le 2e tour en 2021 il me semble, donc ça fait une pelletée de matchs. Sacrée protection, hein, on le sait, à l'Open d'Australie pour les meilleurs joueurs du monde. Sinner Khachanov, alors difficile de voir Khachanov faire quelque chose, et de toute façon la cote le reflète. Peut-être aller gratter un set et profiter des scories de Yannick Sinner. Le vainqueur de ce match affrontera celui entre Alex de Minaur et Andrei Rublev, et ça je trouve que c'est un match super intéressant. Le head-to-head nous le dit, hein, il y a 3-2 entre les deux hommes. Je pense quand même que ça doit être un match pour un Rublev qu'on a vu très concentré depuis le début de cette quinzaine et qui doit s'offrir la chance d'aller disputer un énième quart de finale. Ce serait une désillusion, je trouve, hein, pour Rublev de ne pas passer, même si ADM est chaud patate et sera devant son public. On se retrouve demain pour en parler. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires et je vous fais des gros bisous.